c'est bon, je tiens. Oh, arrête de bouger. C'est bon, Naël, tu l'as désossé, tu peux te calmer maintenant. Oh bordel. Mais comment ça se fait que l'ancien corps d'accueil de Yegor réagit comme ça? Je pense que c'est le même virus que la dernière fois. Mais j'avais renforcé tous les protocoles anti-piratage de Yegor. Du Yegor actuel, oui, mais pas de son ancien corps. Oh merde, désolé. Pas ta faute, on n'y aurait pas pensé de toute façon. Tu peux lui faire un check-up? Maintenant qu'il est dans cet état, peu importe qu'il soit infecté ou non, il devrait plus causer de problème. Ça marche. Tu veux faire quoi, mon ancien corps? Juste trouver un meilleur moyen de pister notre hacker. S'il est toujours branché, alors on peut suivre sa trace. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, du coup? On retourne pas dans l'univers pauvre tapo? Non, il se trouve qu'on a encore du boulot dans le coin. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour ce nouvel épisode dédié à Drakengard 3. Ouais, ça peut sembler bizarre de switcher comme ça entre deux séries, mais que voulez-vous, j'y peux rien. Vous vous souvenez de Nier? Ouais, il s'était mangé une belle douche froide de critiques. C'est un bide monumental, à tel point que Taro Yoko se retrouve au chômage après avoir vainement tenté de porter la licence sur console mobile. C'est tellement la mouise que le studio Cavia Inc. finit par couler et être absorbé par AQ Interactive. Tête de Sphère n'a pas vraiment le choix, il doit donc bosser pour Square Enix sur le projet Monster X Dragon, un jeu sur navigateur. Il prendra même la direction du titre musical Demon's Core sur iOS et Android, toujours pour Square Enix. Sauf que... rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le tout premier épisode. Yoko n'est pas le seul responsable de toute la saga. Et s'il y a un autre type qui aujourd'hui mérite bien de se faire taper sur les doigts, c'est Takamasa Shiba. Et le Shiba, c'est un giga fan ultra hardcore du premier Drakengard. Et il a une obsession, c'est d'enfin sortir un troisième opus. Parce que pour lui, les aficionados qui veulent des jeux de rôle à l'ancienne avec du sang et des tripes, ils sont là. Il suffit juste de répondre à leur appel. Il va même le prouver en diffusant des questionnaires pour les gamers, en leur demandant ce qui leur avait plu dans le premier épisode. Et l'argument majoritaire, c'était son univers mature. L'objectif est lancé, recréer Drakengard 1, mais en mieux. Pour faire renaître la licence de ses cendres, Shiba a décidé de ramener l'ancienne équipe du premier opus pour ressusciter la saga. Et Taro Yoko a fini par céder à l'insistance du bonhomme. Ceci dit, la seule alternative c'était pas le job le plus kiffant du monde, donc on peut le comprendre. Sauf que Taro va très vite déchanter en arrivant sur le projet. L'immense majorité des choix créatifs ont déjà été effectués, et il n'est plus possible de modifier grand chose. Pareil pour le script, ses premiers jets sont pratiquement tous rejetés, car considérés comme trop excentriques. En même temps, si tu fais appel à Taro Yoko pour le scénario, tu t'attendais à quoi? Parmi les idées proposées, l'un d'eux baptisait le soft Drakengard 4 et invitait le joueur à rechercher l'épisode 3. Une autre suivait les aventures d'une lycéenne japonaise capable d'invoquer un dragon avec son téléphone, etc., etc. Mais Shiba, il en voulait pas de ça. Il voulait refaire Drakengard et rien d'autre. La production est confiée au studio Access Game et malgré les sondages, Square Enix ne croyait pas, mais alors pas du tout au projet. Très faible promotion en dehors du Japon, temps de développement réduit, seulement 2 ans, là où Drakengard 1 et Nier en avaient eu 3, et absence totale de version physique aux États-Unis et en Europe. Pardon? Vous tenez à jouer au soft? Eh bien, il ne sera accessible que sur le PS Store. Enfin, il l'était, jusqu'à la fermeture du store PS3 en 2021. Donc aujourd'hui, le titre n'est plus disponible nulle part. En tout cas, pas de manière légale. Drakengard 3 finit par sortir dans nos contrées en 2014, soit la même année que Far Cry 4, South Park le bâton de la vérité, Infamous Second Son, Dark Souls 2 ou Alien Isolation. Après la première semaine, le soft ne s'est écoulé qu'à 114 024 exemplaires. Et à l'heure actuelle, le nombre de copies vendues tourne à peu près autour de 320 000. Alors on peut toujours s'interroger parce qu'on n'a pas les chiffres des sessions numériques, mais enfin c'est pas génial pour autant. On peut même dire que d'un point de vue commercial, Drakengard 3 est l'opus le plus catastrophique. Et ce malgré la sortie des différents DLC et de l'édition collector. Maintenant, est-ce que c'était mérité? Nous retournons cette fois dans la timeline de Drakengard. Et chers fans, faites-moi le plaisir d'oublier Kame, Angelus et tous leurs copains, parce qu'ils n'apparaîtront pas ici. On se contentera de suivre le personnage de Zero et son dragon Mikhail dans une préquelle se déroulant 99 ans avant le premier opus. Oula. Bon, on va reprendre depuis le début. Shiba avait l'intention de faire de Drakengard 3 un nouvel épisode de la saga de bien meilleure qualité. Dans ce cas, il aurait été de bon ton de ne pas confier le bousin à Access Game. Non seulement ils sont spécialisés dans les jeux sur console portable, mais en plus, ils sont connus pour une technique assez peu maîtrisée.
L'objectif était de débarrasser la licence de cette image de série titubante, graphiquement à bout de souffle et mécaniquement datée. Eh bah c'est foiré. Les textures sont pauvres, les environnements toujours aussi vides et les couleurs à peine moins fades qu'avant. Il faut savoir que Square Enix a fait venir une partie de ses équipes pour travailler notamment sur les combats, afin de les rendre plus denses et péchus que les volets précédents. Et effectivement, si vous comparez aux 2 premiers épisodes, Zero est plus agile et ses coups plus fluides. Maintenant, même par rapport à ce qui sortait à l'époque, c'est juste lambda et répétitif. Même les boss se répètent, bordel! Après, je l'admets, globalement, le jeu reste propre. Entendez par là que je n'ai pas eu à subir de bugs ou de crash au cours de mes sessions. Si ce n'est 1 ou 2 fois où l'IA d'un compagnon l'a envoyé courir contre un mur sans raison. Mais alors pour le reste, bon diable que c'était nul! Je pense que je n'ai jamais vu un soft avec autant de lag. Bordel, j'en suis limite à croire qu'ils ont fait le jeu à l'arrache tellement ça rame. Même quand il n'y a pas d'ennemis ou d'effets à l'écran, le processeur a l'air de galérer comme pas permis et... Non, attendez, vous payez ma tronche là! Ça lag aussi pendant les temps de chargement! Mais pourquoi? Si encore le soft avait été un open world avec plein d'éléments qui agissent en continu, j'aurais pu le comprendre, mais même pas! Les mecs ont fait le jeu le plus linéaire de la PS3 avec une succession de niveaux assez courts et des murs invisibles très réguliers, et ils ont pas été foutus de faire ça sans ajouter des loadings déguisés pendant les levels! Et c'est sans parler des quelques problèmes de caméra qu'on peut croiser par-ci par-là. En plus de ça, il y a l'option des giclées de sang. Un sang qui tache à la fois les vêtements de Zero et l'écran. Heureusement qu'il était possible de désactiver cette option parce que déjà que ça rame et que la caméra est pas top, ça améliorait pas la visibilité. Ah, et vous voulez vous marrer un bon coup? Tout le jeu est en anglais sous-titré. Pardon? Ah, vous préférez les voix japonaises? Ah mais pas de problème, vous pouvez les mettre, à condition d'acheter le DLC. Non, je déconne pas. La version d'origine n'est pas automatiquement accessible sur les territoires européens ou états-uniens. Il faut verser un surplus. J'en reviens pas, c'était même un des arguments pour vendre l'édition collector. Sauf que comme si ça ne suffisait pas, les voix japonaises n'étaient pas disponibles dès la sortie du jeu. C'est juste aberrant. Les joueurs avaient payé, ils avaient installé le DLC correspondant, mais ça restait en anglais. Et Square Enix est resté plusieurs mois sans régler le problème. J'ignore combien de temps ça a duré, même si au final, les amateurs de voix japonaises ont enfin pu être satisfaits. Mais alors le level d'arnaque, waouh! J'avais déjà l'impression de me faire pigeonner avec les DLC, qui étaient toujours plein tarif après plusieurs années. Ouais, achetez tous les contenus scénaristiques supplémentaires, vous auriez pu vous procurer un jeu neuf à la place. Bon, revenons à l'aspect langage, parce que je me suis rendu compte que la séquence d'introduction ne disposait d'aucun sous-titre. Et ça m'a amené à remarquer que le soft ne permet pas de les désactiver. Hein? Vous parlez couramment anglais, vous voulez entraîner vos oreilles et les sous-titres ont tendance à vous déconcentrer? Eh bah tant pis pour vous. Je pense pas avoir déjà eu autant de raisons de démonter un jeu avant même de passer au gameplay. Même les Assassin's Creed, c'était pas des arnaques à ce point. Voici venu le temps des pleurs et du sang. Dans cet univers déchirant, c'est tous les jours des tourments. Quoi? Quitte à pourrir la nostalgie des gens, je me suis dit autant faire un tir groupé. Comme d'habitude, le soft se divise en 3 systèmes de jeu. Terrestre, aérien et... Azeroth. Ouais, il a eu du mal à sortir celui-là. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Commençons donc avec, comme à chaque fois, encore une fois, nous contrôlons le protagoniste à la 3e personne. Alors, la caméra est pas excellentissime et je suis pas du tout convaincu par la nouvelle organisation des touches, à savoir R1 pour esquiver, L1 pour viser et rond pour parer. Bon, c'est qu'un petit changement, on va pas commencer à râler tout de suite. D'autant que, niveau maniabilité, Zero est infiniment plus manœuvrable que Kame ou Noé. Elle peut courir, sauter, se battre et même loquer les ennemis, ce qui est déjà un gros plus par rapport à avant. Bon, ok, en fait, de verrouillage de cible, ça ne concerne que ceux dans le champ de la caméra. Par contre, si l'adversaire s'éloigne un peu trop ou si vous êtes mis à terre, vous perdez votre lock. Même quand on finit un mob, il faut nécessairement rappuyer sur la touche de lock pour se concentrer sur un autre. Vous disposez d'un mode Fury, particulièrement appréciable vu qu'il vous rend invulnérable tout en boostant votre attaque, et putain, je peux vous garantir que vous allez en avoir besoin. Votre vie baisse à une vitesse, mais j'ai jamais vu ça dans un beat'em all. Pour une héroïne censée être une fucking déesse, bonjour l'humiliation. C'est tellement dur que vous allez utiliser la rage le plus souvent possible, histoire de vous débarrasser des problèmes. L'ennui, c'est que non seulement la jauge de Fury galère à monter, et se vide plus rapidement que Sonic ne court sur une ligne droite.
Et comme si c'était pas assez, elle n'est pas suffisante pour buter de simples mini-boss. Oh, tu dis ça, fais vu parce que tu fais pas avouer en fait. Erreur. La difficulté de Drakengard 3, c'est pas de la complexité à la Dark Souls. En mode, si tu réussis à bien jouer, ça passera. Là, je vous parle d'un soft qui ne maîtrise pas sa courbe de difficulté, vous spamme constamment d'adversaires, vous inflige des timers hyper serrés, vous limite dans les soins, et en plus, est si techniquement la ramasse que de toute manière, vous perdez de la vie parce que vous êtes submergé de pixels ou de ralentissement. Ah, et je vous l'ai pas dit, les combats sont ultra brouillons. Vous savez, ce genre de jeu dans lequel vous prenez un coup sans piger d'où il vient, bah là c'est très régulier. Il m'est même arrivé de me rendre compte que j'étais déjà par terre sans comprendre comment, tellement c'est la merde à l'écran. Bah, tu peux pas esquiver les attaques? Bah, il se trouve que face à certains mobs, 95% de vos esquives ne serviront à rien. Ce qui serait pas très grave si la parade avait une quelconque utilité. Je vous jure que plus les niveaux passent, plus vous serez à deux doigts de crever. Déjà parce que les ennemis deviennent excessivement durs et résistants, quand ils bloquent pas les coups de manière abusive. Alors, il y a bien une affirmation comme quoi les adversaires font moins de dégâts à chaque fois que vous clamsez. Franchement, j'ai remarqué aucune différence, et j'ai canné un bon paquet de fois, je peux vous l'assurer. Et tu peux pas t'améliorer en gagnant des niveaux? Ah, bien sûr que si. L'obtention d'XP augmente vos compétences. Mais malheureusement, le soft est calculé pour être systématiquement difficile. Il faudrait farmer pendant des heures et des heures le moindre level, les recommencer en boucle un nombre incommensurable de fois, jusqu'à ce que vous soyez devenu assez fort pour que les suivants ne vous posent plus de problèmes. J'aime autant vous dire que c'est déjà pas une partie de plaisir de traverser les chapitres une fois, les refaire c'est pas mieux. Et les quêtes annexes, elles sont pas là pour t'aider à farmer justement? Oh putain, tu tiens vraiment à ce qu'on aborde le sujet? Vu le ton que t'emploies, pas trop. Les objectifs secondaires sont systématiquement des arènes où il faut exterminer des ennemis ou récupérer des objets dans un temps limité. Effectivement, elles sont importantes dans le sens où, lorsque vous les avez réussi une première fois, ça vous permet de débloquer des choses de première nécessité. Comme par exemple, plus de place pour stocker des potions. Le problème, c'est que des améliorations comme ça, vous n'en avez pas à chaque succès. Le plus souvent, vous allez juste obtenir des matériaux, sauf que vous ne savez jamais à l'avance ce qu'une mission annexe va vous offrir. Du coup, vous allez devoir toutes les faire dans le seul espoir de tomber sur une optimisation. Augmentation artificielle de durée de vie? Non! Qu'est-ce que vous allez nous chercher là? Comme si ça ne suffisait pas, ces missions vous confrontent à des ennemis très puissants qui repopent en boucle, et parfois à un type d'adversaire particulièrement chiant, le porteur de bombes. Il n'est pas agressif, il ne vous attaque pas, mais il vous colle systématiquement et au moindre coup, il lâche une bombe qui explose après 1 ou 2 secondes. Et il respawn en continu, rendant le champ de bataille encore moins fun qu'avant. Mais la pire des quêtes secondaires, c'est la récolte des dards amphibiens dans la forêt oubliée. Un endroit avec tellement de brouillard que vous ne voyez pas à 2 mètres, certains mobs portent ces foutues griffes mais pas tous, sauf que quand vous avez un chrono et que les adversaires en question n'apparaissent plus, ou en tout cas pas assez proches pour être visibles, ça vous gonfle la tantinée. Et ce putain de timer des quêtes annexes qui est calculé au poil de queue pour pas vous laisser ne serait-ce qu'un dixième de seconde de repos. Ou alors vous avez les missions de chasse d'or. On vous donne, là encore avec un chrono, un ennemi à abattre. Chaque coup que vous lui portez lui fait lâcher du fric, et inversement, si vous êtes touché, vous en perdez. Et ces types de quêtes sont limités dans le temps, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les enchaîner en boucle. Il faut relancer d'autres niveaux annexes avant qu'elles soient à nouveau disponibles. Bah du coup, les récompenses doivent être phénoménales. Non. Même en utilisant constamment la rage et sans recevoir le moindre dégât, vous n'aurez pas droit à tant d'or que ça. À la limite, vous gagnez autant qu'avec les autres missions secondaires, ce qui rend celle-là insignifiante. Pour les armes, nous avons accès à 4 styles. L'épée, classique, la lance, qui permet de foncer en avant et de pulvériser des murs de bouclier, sauf ceux protégés par le scénario, bien sûr, le gant de combat qui enchaîne rapidement les coups, et le chakram qui attaque à distance. Et au passage, le chakram est une putain d'arnaque. Non seulement les archers ont une meilleure portée que vous, mais en plus les principaux adversaires que ça devrait vous aider à vaincre, genre les harpies qui ont tendance à s'envoler pour esquiver, et bah ça sert à rien parce que c'est le type d'arme qui fait le moins de dégâts. C'est quoi son intérêt à cette daube? Pour changer de style, vous devrez presser la gâchette de gauche pour faire apparaître la roue d'inventaire, et appuyer sur X, rond, carré ou triangle pour valider votre choix. Ou alors on aurait pu recourir au système de magie de God of War, c'est-à-dire mettre les 4 options directement sur la croix directionnelle. Et je vous rappelle que God of War 3 est sorti 4 ans avant ce nouveau Drakengard. Du coup, les armes ne valent pas le coup. Non, car même si elles sont une aide en termes de puissance de frappe, pour gagner en force, il faut soit trouver une meilleure lame, sauf qu'un très grand nombre ne peuvent être obtenus qu'en les achetant à des prix complètement faramineux, soit en les améliorant. Et là, vous devrez non seulement sacrifier une belle quantité de flouze, mais également des matériaux parmi les 5 spécifiques, à savoir bronze, argent, or, blanc et noir. Oui, les couleurs sont des matériaux, vos gueules. J'avoue que j'ai eu un petit espoir.
Après quelques recherches, on apprend qu'il existe une tenue spéciale pour Zero, qui une fois équipée, remplit la jauge de rage en continu. Sauf que pour la débloquer, il faut posséder toutes les armes du jeu, mais aussi les avoir fait monter toutes au niveau 4. Or, tous les ingrédients de forge ne se farment pas à l'infini. Alors oui, une fois que vous avez accompli certains exploits, ils deviennent achetables en boutique. Sauf que le blanc et le noir ne seront disponibles à l'acquisition qu'après avoir vaincu le dernier boss de l'ultime dérivation. En gros, vous n'avez aucun cheat tant que vous n'avez pas platiné le jeu. Et bien entendu, pour obtenir le vrai final, c'est pareil. Vous voulez terminer Drakengard 3 ? Ok. Vous allez donc devoir vous casser le cul à récupérer les 51 armes du soft, même si ça ne vous intéresse pas. Et t'as vraiment rien pour t'aider? Je sais pas, dans tous les épisodes précédents, t'avais des compagnons pour te filer un coup de main. Oh putain, les disciples! Ces compagnons ne servent à que dalle! Ah mais vraiment hein? Non seulement ils n'attaquent pas les ennemis, ou alors une fois sur 100, mais en plus ils réussissent même pas à faire diversion pour réduire le nombre d'adversaires! Sérieux mec, à quoi tu sers? Eh ben, heureusement qu'il faut pas compter sur eux pour finir le jeu, hein. Ah, et vous ne pouvez pas avoir plus de 2 alliés vous accompagnant. Sûrement une manière de pas faire encore plus ramer le soft. Du coup, en fonction des défis qu'on a, les dialogues peuvent être différents, un peu comme dans Knights of the Republic. Non, les absents parlent quand même. Ah. Tu veux peut-être parler des niveaux aériens? D'ordinaire, ils sont toujours mieux faits. Pas cette fois. Oh. Vous aimiez les Drakengard pour cette capacité à voler librement dans les airs et prendre votre pied? Eh bien, pour améliorer ça, nous vous proposons un rail shooter. Un rail shooter en 2014. Eh non, vous avez bien entendu. Vous êtes collé sur un seul chemin possible et de temps en temps, on vous demande de tirer sur les ennemis qui apparaissent. Non seulement ces séquences aériennes sont plus rares qu'avant, mais en plus elles ont perdu tout leur fun. Et la maniabilité, mais quelle horreur! En toute logique, vous vous servez du joystick gauche pour déplacer votre protagoniste, et du droit pour vous occuper de la caméra, histoire de maximiser le tout. On est bien tous d'accord? Et bah ici, non. La caméra et les mouvements du dragon sont gérés par le joystick gauche, ce qui rend la jouabilité tout bonnement affreuse. J'ai peur de poser la question du coup, mais les Razmots sont pas mieux non plus? Quel Razmot? Ah, carrément. En effet, n'espérez pas de grandes zones où vous pourrez chevaucher votre reptile à volonté, parce que dans cet épisode, ça n'existe plus. Ici, vous n'aurez que quelques rares séquences à la manœuvrabilité désastreuse, puisque désormais, votre altitude baisse constamment, vous obligeant à régulièrement rappuyer sur une touche pour remonter dans les airs. Alors en soi, pouvoir atterrir avec le dragon et continuer à se battre au sol avec, pourquoi pas? Mais devoir sans arrêt maintenir la hauteur? Non! Sans parler du fait que votre lézard est à peu près aussi utile que la bite d'un pape. Il y a bien des sauts qui apparaissent parfois pour lui demander un coup de main, et ça sert à rien. Genre quand effectivement votre reptile atteint ses cibles, ce qui n'est pas toujours assuré, ça leur inflige encore moins de dégâts que votre propre arme. Quel intérêt d'avoir un dragon qui ne fait aucun dégât? Conclusion, si vous voulez jouer à Drakengard 3 parce que vous êtes fan de dragon, je vous invite à faire l'impasse. Comme d'habitude avec la saga, plusieurs fins peuvent être obtenues. Chaque fois que vous terminez une dérivation, vous débloquez de nouveaux niveaux, qui une fois achevés à leur tour, offrent des possibilités supplémentaires. Sauf qu'au final, j'ai abandonné. Vous vous en doutez, c'est pareil que dans les autres épisodes. Pour choper le dernier embranchement, il faut nécessairement acquérir toutes les armes du jeu. Il m'en manquait une. Je n'ai donc pas pu étudier l'embranchement des manettes en main. Je me suis contenté de récupérer des let's play sur YouTube. Et vu à quel point le boss final a l'air hardcore au point de faire pleurer des larmes de sang, j'ai pas eu super envie d'insister. Bien, attaquons-nous maintenant au DLC. Eh oui, plusieurs contenus supplémentaires sont sortis, servant de prologue aux différentes invoqueuses, vous permettant d'en savoir un peu plus sur l'univers dans lequel vous évoluez. 6 invoqueuses. Chaque DLC était vendu 5,99€ pour un total d'à peu près 35€. J'aime autant vous dire que voir qu'un prix pareil, pour ce qui est censé n'être qu'une introduction et non un jeu complet, qui plus est publié en 2014 sans la moindre baisse de tarif depuis, bizarrement ça m'est resté en travers de la gorge.
Une des seules raisons de tester les DLC, en plus de vous changer de skin, c'est que chaque personnage verra son arme évoluer en même temps que vous prendrez des niveaux. Ce qui rend déjà le titre légèrement plus fun. En dehors de ça, c'est exactement le même délire que le soft principal. Vous vous contentez d'enchaîner des combats sans saveur en écoutant des protagonistes bavarder. Ah, qu'est-ce que je m'éclate! Le délire absolu! Drakengard 3 n'est pas amusant. Alors oui, quand un jeu dure un peu trop longtemps, je sais que j'ai tendance à en avoir ras-le-bol et à vouloir arriver à la fin. Et du coup, je repère d'autant plus vite les techniques des développeurs pour augmenter artificiellement l'espérance de vie. Mais là, j'en avais déjà marre au bout de 20 minutes. Et pas du marre dans le sens « ce jeu me fait rager ». Non, marre dans le sens « je m'en branle ». Cet opus, c'était le 3e d'une série culte. Quand j'ai appris qu'il allait venir, j'étais impatient comme un gosse avant Noël. Et quand j'ai vu les critiques, je voulais pas y croire. Non, c'est Taro Yoko derrière, le mec qui va pas s'aborder sa propre licence à ce point. Eh ben si, c'est inouï. J'ai l'impression que les gars se sont acharnés à enlever tout ce qui pouvait apporter du fun au jeu. Tenez, un truc dont j'ai pas parlé pendant le test. Il y a un passage que j'avais trouvé très inventif. Dans le désert, vous êtes confronté à un soleil magique, qui vous force à vous mettre à l'ombre le plus souvent possible. Superbe référence à Jojo Bizarre Adventure au passage. Sauf que dès que vous avez vaincu le responsable, vous devez recommencer encore 2 fois le manège. Et quand vous arrivez dans la dérivation C, vous vous retapez exactement le même système, mais avec une lune de glace. Et là encore, 3 fois de suite. Alors que si l'idée s'était limitée à un seul essai, ça aurait été largement suffisant. Bref, Drakengard 3 est techniquement à la ramasse, la volonté d'améliorer tout ce qui faisait le sel du précédent jeu, non seulement c'est raté, mais ils ont réussi à faire moins bien qu'avant. Le soft est long, chiant et trop difficile pour pas grand chose. C'est une putain de fausse sceptique où le fun a été noyé, c'est tout. Et les DLC ne parviennent qu'à augmenter la durée de la torture. Traduction, le titre mérite à peine 3 sur 20. Et les 3 points c'est uniquement parce que Zero bouge mieux que Keim et Noé. Conclusion, ce jeu est une daube. Du coup, prenons les paris. A votre avis, est-ce que le scénario et l'univers vont réussir à relever un peu le niveau? Eh bien c'est ce que nous découvrirons dès demain avec la partie dédiée. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalis.